Open Source Experience. Donc, on va commencer ce track sur les business models avec Olga qui va nous présenter les business models de l'open source pour le 21e siècle, c'est ça, moi j'ai Oui, bon, ou pour juste 2021. Voilà. À partir de, on va dire. Okay. Donc, moi, je suis un peu le maître du temps. Donc, je vais, je te ferai signe quand il faudra couper. Et après, on aura une petite session de questions tous ensemble. OK ? Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. Alors, on a un délai qui est assez court, donc le sujet étant vaste, on va rester quand même ce matin dans des grandes lignes. Donc, pour que vous sachiez un peu qui nous sommes, donc en fait, COVision est l'éditeur d'une solution open source qui s'appelle GoFast. Nous avons une approche, je dirais, plus business que historiquement à l'open source. Voilà, et donc moi-même, je suis en charge de la gestion de projets chez les grands clients que nous avons, notamment au secteur public. Voilà, et Christopher Potter qui est avec moi aujourd'hui dans la salle, qui est le président fondateur de la société. Donc nous avons voulu faire ce sujet, pourquoi ? Parce qu'on se positionne vraiment en frontal comme étant une alternative à un GAFAM, plus particulièrement à Office 365, SharePoint Teams. Et on voulait partager ce matin en fait notre vision de comment on considère que l'open source évolue pour pouvoir justement se positionner face à ces leaders du marché. Donc on a fait... Voilà, j'ai essayé de résumer, de synthétiser le constat qu'on a pu faire ces dernières années. C'est déjà on est obligé aujourd'hui, on a un vrai besoin d'obtenir une satisfaction de l'utilisateur et non seulement plus de la DSI. Donc ça implique en fait d'avoir une grande simplicité, une cohérence vis-à-vis du besoin, des objectifs pour les métiers, une efficacité bien sûr. Là, je parle plutôt de la partie solution. Il faut être également très réactif à l'écoute et savoir accompagner. Voilà, et également offrir un certain nombre de garanties et vraiment s'engager sur la qualité. Ça, c'est vraiment, je dirais, le côté humain de ce constat. Ensuite, il y a également des exigences qui sont de plus en plus élevées aujourd'hui sur le besoin en fait de maîtriser son système d'information et ses données. Ça implique à la fois d'avoir des technologies avec des standards, donc l'objectif étant voilà, des technologies éprouvées, des technologies qui sont pérennes. Il faut sécuriser forcément son système d'information. Et là, ça ne comprend pas seulement des cyberattaques, ça peut être aussi l'usage, en fait. Comme on dit souvent que la plus grosse faille de sécurité, c'est ce qui est en face de l'écran. Donc ça, c'est important aussi de tenir compte de cette partie-là. On a des sujets de souveraineté aujourd'hui. Donc souveraineté numérique dans le sens où avoir un certain nombre de protections contre des lois extraterritoriales. Et pour dire simplement comment se protéger face au Cloud Act. Et également, de plus en plus, ce qui est attendu, c'est avoir une indépendance et une réversibilité. C'est-à-dire que si je veux changer de solution, que ça soit simple, que ça soit réalisable. Et c'est également face à tout ce qui est licence de solutions propriétaires. On a vu récemment un certain nombre de communiqués. Si je prends encore un exemple Microsoft qui a basculé tout le monde dans son cloud Office 365 et maintenant, en mars 2022, augmente jusqu'à 20% les prix de ses offres Office 365. Alors, on se retrouve assez vite dépendant, en fait. Donc, justement, vraiment, très brièvement, on a essayé de se dire, mais il y a encore beaucoup d'organisations, de sociétés qui font le choix d'une solution GAFAM. Et pourquoi ? Malgré le fait, justement, qu'ils ont besoin de cette indépendance, de cette liberté, de standards techno. Voilà, on a constaté qu'il y avait quand même une communication de la part de ces gros éditeurs qui était vraiment tournée vers les usages et les solutions, et non pas une communication techno, pour faire simple. Il y a aussi un lock-in technologique. Si je prends un exemple comme Apple, une fois qu'on a Apple, il faut avoir que du Apple. Donc voilà, ils ont un savoir-faire dans le lock-in technologique qui fait qu'on a du mal justement à en sortir. Et une fois qu'on a ce lock-in technologique, en fait, on a le lock-in business. Et là, une offre en fait qui
qui fait qu'on a du mal à s'en sortir et à passer à autre chose. Ça, c'était sans compter la partie lobbying et les sommes investies dans la communication. Alors que l'image, en fait, de l'open source, je ne sais pas si tout le monde dans la salle va être d'accord avec moi, mais historiquement, l'image qu'on a de l'open source, c'est une technologie avant tout, c'est une communauté, c'est un code qui est ouvert et pour certains même, c'est la gratuité. Donc voilà, il y a quand même un gros écart entre la manière dont on voit les éditeurs, leaders, GAFAM, propriétaires et comment on perçoit l'open source. Donc pour faire simple, on a la technologie, elle est là, mais qu'est-ce que je vais en faire en fait ? C'est quoi la solution que j'ai avec cette technologie-là ? Donc nous, c'est vraiment cette approche-là aussi qu'on a essayé d'avoir en tant qu'éditeur donc de la solution GoFast. Donc les questions, ça va être vraiment comment je fais à partir de ces technos, en fait, comment je la transforme pour avoir une satisfaction des utilisateurs, comment je fais pour garantir un niveau de sécurité optimal, parce que ce n'est pas juste la technologie, comme je disais, qui va faire que c'est sécurisé. Voilà. Et surtout, le jour où j'ai un problème, sur qui je tape, en fait, vers qui je vais pouvoir me tourner quand je suis coincé. Alors, justement, qu'est-ce qu'on entend par solution ? Donc, comme je disais, l'idée avant, c'était convaincre les DSI. Aujourd'hui, il faut convaincre tout le monde, et y compris les utilisateurs qui sont allergiques à l'informatique. Donc, déjà, comme il faut convaincre tout le monde, eh bien, il faut avoir une communication qui soit audible par tous. Donc, j'allais dire vulgariser, simplifier. Et l'idée, c'est de se dire, je vais résoudre votre problème et pas j'ai une super technologie. Ce que quand même je trouve que font beaucoup un certain nombre d'éditeurs continuent à avoir vraiment un argumentaire technologique plutôt que résoudre un problème, atteindre un objectif métier, j'entends. Il faut également un démarrage rapide. Les solutions GAFAM, par exemple, je clique, j'ai. C'est assez simple. Voilà. Et plutôt que se dire comment je vais faire pour intégrer, installer une solution. Une simplicité également une simplicité ergonomique, une prise en main rapide. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que l'utilisateur va être guidé dans ce qu'il a à faire et pas, quand il a un problème, se dire allez lire la doc. Parce qu'aller lire la doc, ça lui demande du temps. C'est déjà un problème, en fait, en soi. Et, chose vraiment importante, c'est, comme je disais tout à l'heure, un interlocuteur unique vers qui on peut se tourner. Parce que dans l'open source, historiquement, quand on a un souci, eh bien, on va se tourner vers une communauté d'utilisateurs, une communauté de développeurs, mais on n'a pas en face une entreprise qui a pris des engagements vers qui on va pouvoir se tourner pour demander de l'aide et pour demander des comptes, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui demandé, même quand on fait de la technologie open source, en tant qu'éditeur, même plus qu'intégrateur, en fait. L'éditeur open source, à partir du moment où, en plus d'une techno, il arrive à proposer ça, à dire, moi, je m'engage sur un certain nombre de points, sur une qualité, une disponibilité, ça rassure énormément, en fait, les décideurs dans le choix d'une solution open source. Alors, je poursuis. Donc, nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, encore une fois, c'est vraiment synthétisé ce matin, c'est vraiment de se dire, là, l'open source a énormément d'avantages, des avantages que n'auront jamais les éditeurs propriétaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, prendre ces avantages et les intégrer dans une offre de service avec des engagements. Donc, l'open source, eh bien, licence libre, du standard et de la pérennité. De la pérennité, j'insiste aussi là-dessus parce que souvent, on nous pose la question en tant qu'éditeur open source, mais si demain vous disparaissez, qu'est-ce qui se passe ? Sauf qu'il y a énormément de produits que ces mêmes GAFAM, notamment Google et même Microsoft, ont tout simplement tué. Donc, ils vont lancer un produit sur le marché. Au bout de quelques petites années, si ça n'atteint pas un certain niveau d'objectif de leur avis, à leur sens, ils arrêtent tout simplement. C'est un petit peu comme historiquement on avait du Skype, qui ensuite il y a eu Yammer, et puis maintenant c'est Teams.
Et puis, dans 5 ans, en fait, ça sera autre chose. Donc, il y a un vrai problème de pérennité que souvent on oublie dans les solutions propriétaires, parce que surtout les gros éditeurs comme ça. Dans l'open source, il y a une communauté justement qui derrière garantit que cette pérennité, pour les technologies les plus reconnues, voilà, cette pérennité en fait, elle est beaucoup plus forte. Et dans le côté business model orienté client, l'idée c'est vraiment de changer en se disant on va proposer une solution, donc solution focus, des services et des garanties, comme une entreprise, j'allais dire, traditionnelle, et non pas juste open source. Et de plus, le fait d'allier ces avantages open source avec un service éditeur qui s'engage, ça permet de proposer un rapport qualité-coût pour le client, l'utilisateur, en fait, qui va bien au-delà de ce que peut faire une société propriétaire. Parce que quand on est open source, justement, ce qu'on va vendre, pour faire simple, c'est le service. On ne vend pas le droit d'utilisation. Donc ça, c'est important de se dire qu'en fait, en alliant les deux, on devient beaucoup plus fort, tout simplement, qu'une solution propriétaire. Alors ça, c'est quelques principes que nous, on a dans notre modèle autour de GoFast Digital Workplace. Quand la société a été créée en 2011, donc il y a eu 2 ans de R&D avant de lancer la première version, mais dès le départ, l'idée, c'était de se dire il faut une plateforme qui soit standardisée et vraiment orientée utilisateur. D'ailleurs, d'où le nom de la société qui est SEO Vision. L'idée, c'est de se dire on fait une solution avec une vision direction, une vision métier. Voilà. Et tous les développements qui sont réalisés, à chaque fois qu'on nous demande des évolutions, tout va être fait de manière standard, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à interroger tous les clients en se disant est-ce que ça vous semble intéressant comme fonctionnalité ? Si c'est trop spécifique, eh bien on ne le fait pas. Et si c'est mutualisable, en fait, si ça peut être intéressant pour tous, on va le faire. Donc il faut savoir dire non, en fait, dans certains cas. Ensuite, on s'est dit, les GAFAM notamment poussent énormément vers leur cloud mutualisé. L'idée, c'est d'avoir vraiment un SaaS, clé en main, je n'ai rien à faire, je clique, j'ai ma solution. Eh bien, comment on fait pour avoir le même service quand on veut que la plateforme soit dédiée à chaque client ? Donc nous, dans le modèle avec GoFast, en fait, chaque client, beaucoup de secteurs publics notamment, c'est un besoin qui est vraiment récurrent chez eux, ils veulent avoir leur plateforme hébergée chez eux. Par contre, quand on héberge chez soi, souvent, on va avoir des coûts de maintenance, on va avoir des coûts d'évolution, de mise à jour, etc. Même du support en interne. Bien, l'idée, c'était de se dire, vous avez votre plateforme chez vous, hébergée où vous souhaitez, elle est à vous, elle est dédiée. Par contre, nous, derrière, on va fournir l'équivalent d'un service qu'on va retrouver dans un SaaS. Et ça concerne aussi bien le support, bien sûr, et toutes les mises à jour, mais également la veille sécurité, tous les patchs et la supervision applicative. Donc, en temps réel, savoir l'état des plateformes, qu'est-ce qui se passe, niveau performance, niveau disponibilité, etc. Donc, dans ce modèle-là, nous, on s'engage sur des temps de disponibilité pour chacune des plateformes qu'on propose, par exemple. Il faut également arrêter le côté j'édite, j'installe et je me sauve. Nous, ce qu'on fait, en fait, bon, ça va dépendre peut-être des solutions, mais dans ce qu'on fait, il y a énormément de gestion du changement. On change vraiment profondément les habitudes des utilisateurs, parce qu'on va passer, par exemple, d'un serveur de fichiers à un Digital Workplace, ou d'un SharePoint à GoFast, d'autres GED à GoFast. Les habitudes évoluent beaucoup. Et là, du coup, il faut savoir accompagner, écouter, en fait, et faire de la gestion de projet. Donc, en tant qu'éditeur, ça donne aussi un plus après. Ça permet d'évoluer la solution dans le bon sens. Et pour illustrer un petit peu ça, en fait, on a réparti le chiffre d'affaires. Donc, pour que vous ayez, pour démontrer un petit peu que c'est vraiment notre démarche, la partie souscription récurrent, en fait, tout ce qui est récurrent, donc on fonctionne par abonnement, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Et ce récurrent, il correspond en fait à l'offre SaaS on-premise. C'est-à-dire que dans ce récurrent-là, déjà, il y a
du service. Donc tout est service en fait. On ne vend plus de produits, on vend du service pour faire simple. Et du coup, voilà, 65% c'est toute la partie service autour de la maintenance, des mises à jour, de la sécurité et du support des plateformes. Ensuite, on fait de l'accompagnement qui représente 20% de ce qu'on génère et un certain nombre de prestations techniques qui représentent à peu près 15% aujourd'hui. Et ça représente en fait la première ligne, je dirais, un certain nombre d'évolutions que les clients souhaitent absolument et qui souhaitent prioriser. Là, on va les faire, mais encore une fois, toujours de manière standard. Parce que quand un client nous demande quelque chose, on le fait, mais on le déploie pour tous les autres également. C'est comme ça que la plateforme, elle évolue vraiment dans le sens des utilisateurs. Alors, voilà pour ces quelques points. Après, je voulais également vous montrer pour la partie comment on présente les choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de communiquer sur l'objectif et les usages plutôt que sur des fonctionnalités. Parce que c'est bien de dire qu'il y a de la coédition, c'est bien de dire qu'il y a du workflow, qu'il y a de la recherche, qu'il y a du chat, de la webconférence, mais qu'est-ce que j'en fais encore une fois de ces fonctionnalités ? L'idée, c'est de se dire, voilà, moi j'ai un objectif, le bazar de fichiers chez moi, c'est plus tenable en fait, il faut que je trouve une solution. On va pouvoir par exemple dire, on peut remplacer le serveur de fichiers pour par exemple créer une base juridique, pour créer une base thématique, une base de méthodologie, etc. Voilà, on va vraiment orienter là sur des objectifs et des cas d'usage, sans mettre de côté bien sûr des arguments stratégiques liés à l'open source, le côté, comme je disais tout à l'heure, la pérennité, le code ouvert, la réversibilité. Si demain, comme on vend un abonnement qui est en fait un service, on est open source. Si demain le client veut arrêter l'abonnement, conserver la solution, il peut bien sûr le faire. Voilà, il nous dit, moi j'ai plus le budget pour que vous m'accompagniez, pour que vous mainteniez GoFast. Eh bien, ok, mais vous pouvez garder la solution. Vous pouvez essayer de maintenir en interne, puisque c'est des technologies open source qui sont reconnues, que je n'ai pas encore citées là. Mais pour faire simple, c'est la symbiose d'Alfresco, de Drupal, d'OnlyOffice, de Bonitasoft, d'Element, de Jitsi. Donc c'est une plateforme très riche qui a énormément de briques, mais toutes ces briques sont éprouvées et reconnues comme étant fiables. Et il y a des compétences qui permettent de les maintenir si jamais le client souhaite essayer de le maintenir lui-même. Et enfin, un petit point, comment on se positionne vraiment en frontal face à du 365. Pour illustrer en fait qu'on arrive vraiment à les concurrencer, il y a quelques différenciateurs, comme on disait tout à l'heure, notamment sur le différenciateur prix, avant l'augmentation des tarifs de 20%. Voilà. Si vous voyez la ligne 8 € par exemple pour Office E1, nous, pour une offre équivalente, on va être autour de 2,70 €. Un peu plus si on rajoute une partie messagerie avec notre partenaire Bluemind qui est dans la salle également. Alors, on va arriver, je pense, à la fin du délai. Je vais juste voir si j'ai... Voilà, quelques petits témoignages à la fin. Et c'est ce qui nous motive le plus, justement, quand les utilisateurs, les clients nous rendent ce genre de témoignages. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains ont des questions. Merci beaucoup, ouais. Olga. On va peut-être plus avoir le temps pour les questions. On peut prendre 2-3 questions. Y a-t-il des questions sur le modèle proposé ? Est-ce que c'était clair ? Moi, j'avais une question. Quand vous avez réfléchi à ce modèle, est-ce que vous l'avez fait entre vous, puis ensuite vous êtes arrivé et vous avez proposé ce modèle aux clients, ou est-ce que c'est un travail conjoint que vous avez construit avec les clients un peu ? Est-ce que ça s'est fait est-ce que le modèle économique, le business model, s'est construit avec les clients ou Alors, je dirais un peu des deux, puisqu'en fait, le fondateur est un ancien DSI. Et il a quitté son poste parce qu'il ne trouvait pas, en fait, tout simplement la solution dont il avait besoin. Et il s'est dit, moi, en tant que DSI, voilà de quoi j'avais besoin à l'époque, comme garantie, comme service et comme solution. Donc, vu que je ne le trouve pas, à l'époque, il ne trouvait pas, il s'est dit, c'est ce que je vais faire.
D'accord, donc c'est parti vraiment d'un besoin utilisateur. D'un besoin, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous ajustez ce modèle en fonction des retours clients ou est-ce que vous êtes, voilà, vous avez une proposition et... Oui, ça, on ajuste effectivement, notamment sur, bon là j'ai pas spécialement fait de focus sur la partie modèle tarifaire de manière précise, mais effectivement on fait évoluer de manière à ce que par exemple le ticket d'entrée soit moins élevé au début et puis après en fonction de l'usage. Voilà, on a maintenant ce qu'on n'avait pas à une époque, des options, des modules en fait, parce que certains en avaient besoin, d'autres non, donc on s'est dit plutôt que de l'imposer, de faire payer ou de ne pas le faire, on va laisser une option. Voilà. Oui. Très bien, merci. D'autres questions? Oui. Vous parlez de votre modèle économique. Oui. Donc, bonjour, vous parlez de votre modèle économique, mais le modèle économique des contributeurs, enfin des briques sur lesquelles vous associez, que vous utilisez, comment vous contribuez-vous à ce modèle économique open source? Tu veux répondre? Tu veux répondre, Christopher? Je suis désolé, je suis un peu brouillon. Oui, alors en fait, ça c'est toujours la même question. En fait, on n'a pas fait qu'intégrer des briques technologiques, hein, c'est-à-dire que par-dessus, notamment, nous, notre constat, qu'on n'a pas mis là, mais qui est plus un constat fonctionnel, c'est que l'open source, souvent, d'un point de vue utilisateur, expérience utilisateur, c'était pas extraordinaire. Je vais pas... Des plateformes comme LibreOffice, enfin, il y a eu des fois des côtés interface utilisateur, des choses qui n'ont pas été très réussies parce qu'on ne pensait pas assez utilisateur. Donc nous, on a intégré donc, ces briques très connues au niveau de l'open source, mais par-dessus, on a fait 7000 jours de développement. Donc ça, qu'on a reversé en termes de code, évidemment, à la communauté. Alors c'est une très grosse plateforme, donc on n'attend pas forcément de grosses contributions, mais c'est nous qui l'avons financé, ça. Donc je veux dire, et après, avec toutes les sous-briques qu'il y a dans GoFast, nous, on contribue beaucoup pour remonter des problématiques, soit à la communauté, soit à l'éditeur, parce que quand c'est OnlyOffice, par exemple, c'est un éditeur, ou quand c'est Element, c'est un éditeur. Hein, donc, on travaille avec eux pour améliorer leurs propres produits pour le futur. Mais voilà, donc nous, on a une contribution aussi à la plateforme en tant que telle qui est très, très importante, hein, parce que 7000 jours, imaginez, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Voilà. 7000 jours. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Merci de votre présentation. Qu'est-ce qui empêcherait un autre, moi demain, m'improviser, reprendre votre solution et offrir les mêmes services à des clients? Comment est-ce que vous vous protégez de ça? Je ne sais pas si c'est une bonne question. Hein, mais... Si, c'est une très bonne question. Ouais. Oui. Tu veux répondre, Christopher? Ouais. Oui, bah là, ça, tout le monde dans l'open source peut se poser la même question quelque part. Hein. C'est-à-dire, on prend la technologie et puis on essaie de la revendre avec un service qui est un peu différent ou un modèle tarifaire qui est un peu différent, etc. etc. C'est évidemment possible. Après, le fait de prendre plein de composants technologiques différents, les agréger, etc., bon, bah, maintenant, tous les éditeurs font ça. Même les éditeurs de solutions propriétaires, ils intègrent énormément d'open source. Enfin, donc, je veux dire, sur le principe, tout le monde peut le faire. Mais après, copier le modèle économique ou en faire un différemment, etc., c'est extrêmement compliqué. Hein. Je veux dire, là, il y a toute une dimension aussi de référence qu'il faut avoir, de compétences qu'il faut avoir. Là, il faut avoir des compétences multiples dans plein de technologies différentes, en fait. Hein. Et ça, surtout de nos jours où il n'est pas facile de capter des compétences, c'est pas facile du tout. Après, si quelqu'un reprend une solution comme GoFast et fait du service par-dessus et promouvoit l'utilisation, on serait flatté également. Hein. Je veux dire, voilà, c'est le principe aussi de l'open source. C'est une technologie pour qu'elle se survive, qu'elle se développe, et elle doit être utilisée. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus ils sont satisfaits, plus nous on est satisfaits également. Donc un cercle vertueux de l'open Oui. source. Très bien, merci beaucoup. Donc s'il y a d'autres questions, on pourra continuer peut-être à la suite de la prochaine présentation.